Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Il existe des terres où l'histoire ne se déroule pas en ligne droite, mais en spirales infinies, où chaque conquête devient le prélude d'une reconquête, où chaque victoire porte en elle les germes d'une nouvelle défaite. L'Espagne est l'une de ces terres. Pendant près de 8 siècles, elle fut le théâtre d'une confrontation qui dépassa largement le simple affrontement militaire. Ce fut un entrelacement de cultures, de religions, de langues et de rêves qui façonna non seulement la péninsule ibérique, mais l'ensemble de l'Occident. Pourquoi les Maures ont-ils traversé le détroit de Gibraltar en 711? Pourquoi a-t-il fallu près de 800 ans pour que les royaumes chrétiens reprennent ce qui avait été perdu en quelques années à peine? Et comment cette longue lutte a-t-elle donné naissance à l'un des empires les plus puissants que le monde ait jamais connu? L'histoire de l'Espagne est celle d'une transformation perpétuelle, d'une terre qui refusa toujours de se figer dans une seule identité. Elle est aussi l'histoire d'un paradoxe. La Reconquista, souvent présentée comme une croisade chrétienne contre l'islam, fut aussi une période d'échange culturel d'une richesse inouïe. Les mathématiques arabes, la philosophie grecque transmise par les traducteurs de Tolède, l'architecture qui mêlait l'arc en fer à cheval aux voûtes gothiques, tout cela naquit dans le creuset de cette confrontation. Lorsque Christophe Colomb mit le cap vers l'ouest en 1492, il portait avec lui non seulement l'ambition castillane, mais aussi les connaissances cartographiques héritées des navigateurs arabes et les techniques de navigation affinées dans les ports d'Al-Andalus. Mais avant de raconter comment l'Espagne devint un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, il faut remonter au commencement, à ce moment où la péninsule ibérique n'était encore qu'une mosaïque de royaumes wisigothiques décadents, ignorant qu'une tempête venue du sud allait tout bouleverser. Il faut comprendre ce qu'était ce monde avant l'arrivée des Maures, ce monde qui croyait que l'ordre établi durerait éternellement, comme tous les mondes le croient avant leur chute. Au début du 8e siècle, la péninsule ibérique vivait sous la domination des Wisigoths, ces descendants des tribus germaniques qui avaient jadis contribué à la chute de l'Empire romain d'Occident. Leur royaume, établi depuis près de 3 siècles, s'étendait de la Galice au rivage méditerranéen, avec Tolède pour capitale. Mais cette apparente unité masquait une réalité bien plus fragile. Le royaume wisigothique était rongé de l'intérieur par des querelles dynastiques incessantes, une noblesse avide de pouvoir et une population hétérogène qui ne partageait ni la même langue ni les mêmes coutumes. Les Wisigoths, convertis au christianisme arien puis au catholicisme, avaient imposé leurs lois à une population hispano-romaine bien plus nombreuse qu'eux. Cette majorité conservait la langue latine, les traditions romaines et une certaine nostalgie de l'empire disparu. Les villes, autrefois florissantes sous Rome, connaissaient un lent déclin. Les routes tombaient en ruine, le commerce s'étiolait et l'alphabétisation reculait. Seule l'Église catholique maintenait une structure organisée, préservant dans ses monastères les vestiges de la culture antique. Les évêques exerçaient une influence considérable, parfois supérieure à celle des nobles eux-mêmes. Dans les campagnes, la vie suivait le rythme immuable des saisons. Les paysans cultivaient le blé, l'orge et la vigne sur des terres appartenant à de grands propriétaires. L'esclavage, héritage romain, persistait, bien que l'Église encourageât l'affranchissement comme acte de piété. Les villages s'organisaient autour de l'église locale, seul édifice en pierre au milieu des habitations de torchis et de bois. Le dimanche, les cloches appelaient les fidèles à la messe, ponctuant une existence marquée par la précarité et l'incertitude. Les maladies, les famines et les raids de bandits faisaient partie du quotidien. La mort rôdait constamment,
et la religion offrait le seul réconfort face à l'adversité. Tolède, la capitale, était une cité aux allures encore romaines, avec ses murailles imposantes et ses palais ornés de mosaïques. Mais même là, les signes de décadence étaient visibles. Les aqueducs se fissuraient, les thermes publics avaient fermé depuis longtemps, et les forums servaient désormais de marché improvisé. La cour royale était le théâtre de complots permanents. Les nobles se disputaient les faveurs du roi, formaient des alliances changeantes et n'hésitaient pas à recourir au meurtre pour éliminer leurs rivaux. Cette instabilité politique affaiblissait considérablement le royaume face aux menaces extérieures, car le danger ne venait pas seulement de l'intérieur. Au-delà des Pyrénées, le royaume franc montait en puissance, grignotant progressivement les territoires septentrionaux de la péninsule. Sur les côtes, les pirates scandinaves commençaient à faire leur apparition, pillant les monastères et terrorisant les populations côtières. Mais personne n'imaginait que la véritable menace viendrait du sud, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, là où l'Afrique touchait presque l'Europe. En 611, le prophète Mahomet avait commencé sa prédication à la Mecque, lançant un mouvement religieux qui allait transformer le monde. En moins d'un siècle, l'islam s'était répandu comme une traînée de poudre, conquérant la péninsule arabique, le Proche-Orient, l'Égypte, l'Afrique du Nord et la Perse. Cette expansion fulgurante n'était pas seulement militaire. Elle apportait avec elle une nouvelle vision du monde, une organisation administrative efficace, un dynamisme commercial et une soif de connaissance qui contrastait avec la stagnation de l'Occident chrétien. En 707, les armées musulmanes avaient achevé la conquête du Maghreb, soumettant les Berbères qui peuplaient ces régions. Certains Berbères avaient résisté farouchement, d'autres s'étaient convertis avec enthousiasme, voyant dans l'islam un message d'égalité qui transcendait les anciennes hiérarchies tribales. Parmi ces convertis se trouvait Tariq ibn Ziyad, un Berbère devenu général au service du gouverneur arabe de l'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr. C'est lui qui allait franchir le détroit et changer à jamais le destin de l'Espagne. Mais pourquoi traverser? Qu'est-ce qui poussait ces guerriers à quitter les rivages africains pour se lancer dans une aventure incertaine? Les sources historiques donnent plusieurs réponses, souvent contradictoires. Certains parlent d'une invitation du comte Julien, gouverneur wisigothique de Ceuta, qui aurait appelé les Moors à l'aide dans une querelle dynastique. La légende veut que le roi wisigoth Roderick ait déshonoré la fille de Julien, provoquant sa vengeance. D'autres évoquent la simple logique expansionniste de l'islam conquérant, la recherche de butin et de terres fertiles. La réalité est probablement un mélange de tout cela, opportunisme politique, calcul stratégique et foi religieuse. Au printemps de 711, Tariq ibn Ziyad débarqua sur la côte sud de la péninsule avec une armée composée principalement de Berbères, peut-être 7000 hommes selon les estimations les plus prudentes. Le rocher où il établit sa base porte encore son nom, Djebel Tariq, Gibraltar. Face à lui, le royaume wisigothique était en pleine crise de succession. Roderick venait de s'emparer du trône au détriment d'Achilla, fils du roi précédent, et une partie de la noblesse refusait de reconnaître sa légitimité. Cette division allait être fatale. La bataille décisive eut lieu près du fleuve Guadalete, dans le sud de l'actuelle Andalousie, au mois de juillet 711. Les sources arabes et chrétiennes divergent sur les détails, mais s'accordent sur l'issue. Ce fut une déroute complète pour les Wisigoths. Roderick lui-même disparut dans la mêlée, probablement tué, bien que son corps ne fût jamais retrouvé. Cette mort mystérieuse alimenta plus tard la légende d'un roi endormi qui reviendrait un jour libérer l'Espagne. Mais pour l'instant,
la réalité était beaucoup plus prosaïque. Le royaume wisigothique venait de perdre son roi, son armée et sa crédibilité en une seule journée. Tariq ne perdit pas de temps. Au lieu de consolider ses positions dans le sud, il fonça vers le nord avec une audace qui stupéfia ses contemporains. Ville après ville, les portes s'ouvraient devant lui, souvent sans combat. Cordoue tomba rapidement, puis Tolède elle-même, la capitale, fut prise à l'automne. La vitesse de cette conquête s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'absence de résistance organisée, sans roi ni armée centrale, chaque cité se trouvait livrée à elle-même. Ensuite, la population hispano-romaine, lasse de la domination wisigothique, ne voyait pas nécessairement les nouveaux venus comme des ennemis. Enfin, les Juifs, persécutés par les rois wisigoths chrétiens, accueillirent les musulmans comme des libérateurs. En 712, Moussa ibn Nusayr, jaloux du succès de son subordonné, traversa à son tour le détroit avec une armée arabe plus importante, peut-être 18 000 hommes. Il prit Séville et Mérida après de brefs sièges, puis rejoignit Tariq à Tolède. Ensemble, ils poursuivirent la conquête, poussant jusqu'aux Pyrénées et au-delà. En 719, les armées musulmanes atteignaient Narbonne en France et menaçaient le royaume franc. Cette expansion semblait irrésistible, portée par un élan qui combinait ferveur religieuse et efficacité militaire. Pourtant, cette conquête fulgurante n'était pas une simple invasion barbare. Les nouveaux maîtres de l'Espagne apportaient avec eux une civilisation raffinée, héritière des grandes traditions persanes, grecques et romaines qu'ils avaient assimilées lors de leurs précédentes conquêtes. Ils ne cherchaient pas à détruire, mais à gouverner, à administrer et à prospérer. La péninsule ibérique, rebaptisée Al-Andalus, allait devenir l'une des régions les plus brillantes du monde médiéval, un phare de science, de culture et de tolérance relative dans une Europe plongée dans ce que l'on appellera plus tard l'âge sombre. Mais qu'était vraiment Al-Andalus? Le mythe d'une coexistence harmonieuse entre musulmans, chrétiens et juifs, souvent évoqué de nos jours, correspond-il à la réalité historique? Et comment cette société complexe et sophistiquée a-t-elle pu être progressivement repoussée vers le sud, puis finalement éradiquée de la péninsule? Pour comprendre cela, il faut pénétrer dans l'intimité de cette civilisation andalouse, explorer ses villes, ses palais, ses bibliothèques et ses marchés, sentir les parfums d'orange et de jasmin dans les patios ombragés, entendre le murmure des fontaines et le chant des mouezzins se mêlant aux cloches des églises. Al-Andalus n'était pas un bloc monolithique, mais une mosaïque en constante évolution. Dans les premières décennies suivant la conquête, la péninsule fut gouvernée depuis Damas par le califat omeyyade. Les émirs, représentants du calife, résidaient à Cordoue et s'efforçaient de maintenir l'ordre parmi une population hétérogène. Les Arabes, venus de Syrie et d'Arabie, constituaient l'élite militaire et administrative, mais ils étaient largement minoritaires. Les Berbères, bien plus nombreux, formaient le gros des troupes, mais occupaient souvent des positions subalternes, ce qui engendrait des tensions. Les hispano-romains, appelés hispani en latin ou muwallads en arabe, lorsqu'ils se convertissaient à l'islam, représentaient la majorité de la population. La conversion à l'islam n'était pas obligatoire. Les chrétiens et les juifs, considérés comme gens du livre, bénéficiaient du statut de dhimmi qui leur garantissait une protection en échange du paiement d'un impôt spécial, la jizya. Ce système permettait aux nouveaux maîtres de gouverner sans provoquer de révoltes massives et assurait des revenus fiscaux considérables. Les chrétiens d'Al-Andalus, appelés mozarabes, conservèrent leurs églises, leurs évêques et leurs rituels, bien qu'ils adoptassent
progressivement la langue arabe et certains éléments de la culture islamique. Les communautés juives, après des siècles de persécution wisigothique, connurent une période de relative prospérité, occupant des postes importants dans l'administration, le commerce et la médecine. Cordoue devint rapidement une métropole éblouissante. Au Xe siècle, sous le règne d'Abd al-Rahman III et de son fils al-Hakam II, elle comptait peut-être 300 000 habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes d'Europe, rivalisant avec Constantinople et Bagdad. Ses rues étaient pavées et éclairées la nuit, luxe inimaginable dans les cités chrétiennes de l'époque. Les aqueducs romains avaient été restaurés et améliorés, alimentant fontaines publiques et bains. La grande mosquée de Cordoue, chef-d'œuvre architectural, s'agrandissait à chaque génération, sa forêt de colonnes et ses arcs bicolores, créant une atmosphère de méditation et de beauté surnaturelle. Mais Cordoue n'était pas seulement un joyau architectural, elle était aussi un centre intellectuel de premier plan. La bibliothèque d'Al-Hakam, abritait, dit-on, 400 000 volumes, à une époque où la plupart des monastères européens possédaient à peine quelques centaines de manuscrits. Des savants venus de tout le monde musulman convergeaient vers Al-Andalus, attirés par le mécénat généreux des émirs et califes. On y étudiait les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la philosophie et la poésie. Les œuvres d'Aristote, perdues en Occident depuis la chute de Rome, furent traduites du grec à l'arabe, commentées, enrichies, avant d'être retransmises au monde latin via les traducteurs de Tolède, déclenchant ainsi la révolution intellectuelle du XIIe siècle en Europe. L'agriculture andalouse connut également une véritable révolution. Les Arabes introduisirent des techniques d'irrigation sophistiquées, héritées de Mésopotamie et de Perse. Les norias, roues élévatrices actionnées par l'eau, les systèmes de canaux et les réservoirs permirent de cultiver des terres auparavant arides. De nouvelles plantes arrivèrent d'Orient. Le riz, les agrumes, le coton, la canne à sucre, les épinards et les aubergines transformèrent les paysages et les habitudes alimentaires. Les jardins andalous, avec leurs patios intérieurs, leurs bassins et leurs plantes aromatiques, cherchaient à recréer sur terre l'image du paradis coranique. Cette prospérité agricole soutint une population croissante et alimenta un commerce florissant avec l'Afrique du Nord, l'Orient, et progressivement avec les royaumes chrétiens du Nord. Pourtant, cette image d'un âge d'or harmonieux doit être nuancée. Al-Andalus connaissait aussi des tensions, des révoltes et des violences. Les Berbères, mécontents de leur statut inférieur malgré leur rôle crucial dans la conquête, se soulevèrent à plusieurs reprises. Les Mouwalades, musulmans d'origine hispanique, revendiquaient l'égalité avec les Arabes et contestaient leur monopole du pouvoir. Dans les années 850, un mouvement de chrétiens radicaux, les martyrs de Cordoue, provoqua délibérément les autorités en blasphémant publiquement contre le prophète Mahomet, cherchant ainsi le martyre. L'émir ordonna leur exécution, déclenchant une crise qui révéla les limites de la tolérance andalouse. En 750, un événement lointain eut des répercussions considérables sur Al-Andalus. À Damas, la dynastie omeyyade fut renversée par les Abbassides lors d'une révolution sanglante. Presque tous les membres de la famille régnante furent massacrés. Un seul jeune prince, Abd al-Rahman, parvint à s'échapper. Après des années d'errance à travers l'Afrique du Nord, il débarqua en Al-Andalus en 756 et réussit, par son charisme et son habileté politique, à s'imposer comme émir indépendant de Cordoue. Ce fut un tournant capital. Al-Andalus cessait d'être une province lointaine du califat pour devenir un État autonome,
se coupant progressivement du reste du monde musulman et développant sa propre identité. Abd al-Rahman Ier, surnommé l'immigrant, régna pendant 32 ans et posa les fondations de la grandeur andalouse. Il écrasa les révoltes berbères et muwallades, repoussa les incursions chrétiennes venues du nord et fit de Cordoue une capitale digne de son rang. Nostalgique de la Syrie de sa jeunesse, il fit planter des palmiers et des grenadiers dans les jardins de son palais, essayant de recréer les paysages perdus. Cette mélancolie de l'exil, ce sentiment d'appartenir à deux mondes sans être vraiment chez soi nulle part, deviendra l'un des thèmes récurrents de la poésie andalouse. Ses successeurs poursuivirent son œuvre, alternant périodes de stabilité et de troubles. En 929, Abd al-Rahman III franchit un pas supplémentaire en se proclamant calife, rompant ainsi officiellement avec Bagdad et plaçant Al-Andalus au même rang que les grandes puissances musulmanes. Ce fut l'apogée politique du califat de Cordoue, qui domina non seulement la péninsule ibérique, mais étendit son influence sur l'Afrique du Nord. La cour califale rivalisait de splendeur avec celle de Constantinople et de Bagdad. Les ambassadeurs francs, byzantins et même scandinaves venaient solliciter l'alliance ou l'amitié du calife de Cordoue. Mais toute cette magnificence reposait sur des fondations fragiles. Le califat dépendait largement des mercenaires berbères et des esclaves slaves, les Sakalibas, pour maintenir l'ordre. Ces derniers, capturés lors de raids en Europe orientale ou achetés sur les marchés d'esclaves, étaient convertis à l'islam, formés militairement, et finissaient par occuper des postes de pouvoir considérables. Ils constituaient une garde prétorienne redoutable, mais aussi une menace potentielle pour le pouvoir califal. Au début du XIe siècle, cette structure s'effondra brutalement. En 1008, le calife Hicham II fut renversé par un coup d'État mené par le chambellan Al-Mansour, surnommé Al-Manzor par les chrétiens. Al-Manzor n'était pas de sang royal, mais il devint le véritable maître d'Al-Andalus, reléguant le calife à un rôle purement symbolique. Général brillant, il mena des dizaines de campagnes contre les royaumes chrétiens du Nord, pillant Saint-Jacques de Compostelle en 997, terrorisant toute la chrétienté ibérique et ramenant à Cordoue un butin fabuleux. Mais sa mort en 1002 marqua le début de la fin pour le califat. Sans son poigne de fer, les rivalités reprirent de plus belle. Les généraux berbères, les esclaves slaves et les notables arabes se disputèrent le pouvoir, plongeant Al-Andalus dans une guerre civile dévastatrice, la fitna. Cordoue elle-même fut mise à sac en 1013, sa bibliothèque dispersée, ses palais pillés. En 1031, le dernier calife omeyyade fut déposé et le califat de Cordoue cessa officiellement d'exister. À sa place émergèrent une trentaine de petits royaumes indépendants, les taïfas, qui se faisaient constamment la guerre, tout en payant tribut aux royaumes chrétiens pour acheter leur neutralité. L'unité politique d'Al-Andalus était brisée, ouvrant la voie à la Reconquista. Car pendant que le califat de Cordoue brillait de tous ses feux, puis sombrait dans le chaos, au nord de la péninsule, les chrétiens n'étaient pas restés inactifs. Refoulés dans les montagnes des Asturies, de la Galice, du Pays basque et des contreforts pyrénéens, ils avaient survécu, s'étaient organisés et avaient commencé, lentement mais sûrement, à reconquérir le terrain perdu. Cette reconquista, qui durerait 8 siècles, n'était pas une entreprise planifiée, ni même initialement une croisade religieuse. Elle fut d'abord une série de raids, de conquêtes locales, de colonisation de terres dépeuplées, menées par des seigneurs ambitieux, des rois opportunistes et des paysans en quête de nouvelles terres. Le mythe fondateur de la résistance chrétienne se situe dans les montagnes des Asturies,
peu après la conquête musulmane. Selon la tradition, un noble wisigoth nommé Pélage aurait refusé de se soumettre au nouveau maître et se serait réfugié dans les montagnes avec quelques compagnons. En 722, il aurait affronté une expédition punitive musulmane à Covadonga et, grâce à l'intervention miraculeuse de la Vierge Marie, aurait remporté une victoire éclatante. Cette bataille, probablement exagérée par les chroniqueurs postérieurs, devint le symbole du début de la Reconquista, le moment où les chrétiens cessèrent de fuir et commencèrent à combattre. En réalité, les premières décennies de résistance furent beaucoup plus modestes. Les royaumes chrétiens des Asturies, puis de Léon, de Castille, de Navarre et d'Aragon, étaient pauvres, peu peuplés et constamment menacés par les raids musulmans. Ils survivaient dans des conditions précaires, cultivant les vallées montagneuses et pratiquant l'élevage. Leur organisation politique était rudimentaire, mélange d'héritage wisigothique, de traditions tribales et d'improvisation. Les rois étaient souvent contestés par une noblesse turbulente, et les successions provoquaient régulièrement des guerres civiles. Pourtant, ces royaumes possédaient un avantage. Ils étaient animés par une foi chrétienne ardente, renforcés par la conviction d'être les derniers remparts de la chrétienté face à l'islam. L'Église joua un rôle crucial dans cette résistance. Les monastères, en particulier ceux de l'ordre bénédictin, devinrent des centres de peuplement, de défrichage et de culture. Ils conservaient les manuscrits, copiaient les textes sacrés et maintenaient un lien avec le reste de la chrétienté européenne. La découverte, au IXe siècle, du tombeau supposé de l'apôtre Jacques à Saint-Jacques de Compostelle transforma la Galice en l'un des principaux lieux de pèlerinage de la chrétienté. Des milliers de pèlerins venus de toute l'Europe empruntèrent le chemin de Compostelle, apportant avec eux des idées, des techniques et un soutien moral au royaume chrétien. Jacques devint Santiago Matamoros, Jacques le tueur de Maures, saint patron de la Reconquista. Au Xe siècle, profitant des troubles internes d'Al-Andalus, les royaumes chrétiens commencèrent à s'étendre vers le sud. Le processus était lent et précaire. On occupait une vallée, on construisait un château, on faisait venir des colons. Puis venait une contre-attaque musulmane, et il fallait tout abandonner. Pendant le règne d'Almanzor, les chrétiens furent même repoussés dans leurs montagnes, subissant défaite sur défaite. Mais après sa mort et l'effondrement du califat, l'équilibre des forces commença à basculer. Les taïfas, divisés et affaiblis, devenaient des proies faciles pour les rois chrétiens qui surent habilement exploiter leur rivalité. En 1085, Alphonse VI de Castille s'empara de Tolède, l'ancienne capitale wisigothique. Ce fut un choc psychologique considérable. Tolède n'était pas seulement une ville importante, c'était un symbole. Sa reconquête signifiait que le projet de restauration de l'Espagne wisigothique, rêvé depuis près de 4 siècles, redevenait crédible. Alphonse se proclama empereur des deux religions, régnant sur musulmans et chrétiens, reprenant à son compte le modèle de coexistence qui prévalait en Al-Andalus. Cette tolérance pragmatique permit une transition relativement pacifique et favorisa les échanges culturels. Tolède devint un centre majeur de traduction où savants chrétiens, juifs et musulmans collaboraient pour rendre accessible à l'Occident latin le savoir arabe et grec. Alarmés par ces revers, les taïfas firent appel à une puissance extérieure, les Almoravides, mouvement berbère rigoriste venu du Sahara qui venait de conquérir le Maroc. En 1086, l'émir almoravide Youssouf ibn Tashfin traversa le détroit avec ses guerriers voilés, surnommés les Hommes du désert. Il écrasa Alphonse VI à la bataille de Sagrajas,
sauvant temporairement Al-Andalus. Mais les Almoravides, choqués par ce qu'ils considéraient comme la décadence morale des taïfas, décidèrent de les annexer. En quelques années, ils unifièrent de nouveau Al-Andalus sous leur autorité, mais au prix d'une islamisation plus stricte qui mit fin à la relative tolérance précédente. Cependant, les Almoravides, malgré leur ferveur religieuse et leur discipline militaire, ne parvinrent pas à stopper la Reconquista. Ils se heurtèrent à un adversaire redoutable, Rodrigo Díaz de Vivar, plus connu sous le nom d'El Cid. Ce chevalier castillan, exilé par Alphonse VI, combattit tantôt pour les chrétiens, tantôt pour les musulmans, incarnant la complexité des allégeances de l'époque. En 1094, il s'empara de Valence et y régna en seigneur indépendant jusqu'à sa mort en 1099. Sa vie, mélange de prouesses réelles et de légendes, fut immortalisée dans le Cantar de Miocide, épopée fondatrice de la littérature espagnole, qui fit de lui le héros par excellence de la Reconquista. Au XIIe siècle, les Almoravides furent à leur tour balayés par un nouveau mouvement berbère encore plus radical, les Almohades. Ces derniers, prônant un retour à l'islam le plus pur, conquirent le Maghreb et Al-Andalus, éliminant les Almoravides accusés de tiédeur religieuse. Sous leur règne, Al-Andalus connut un dernier sursaut culturel avec des figures comme Averroès, le philosophe qui tenta de concilier raison et foi, et Maïmonide, le médecin et philosophe juif qui dut fuir la persécution almohade pour finir ses jours en Égypte. Mais politiquement, les Almohades ne réussirent pas mieux que leurs prédécesseurs à endiguer la marée chrétienne. En 1212, une coalition de royaumes chrétiens castillans, aragonais et navarrais, soutenus par des croisés venus de toute l'Europe et bénis par le pape, affronta l'armée almohade à Las Navas de Tolosa, en Andalousie. La bataille fut d'une violence inouïe, opposant peut-être 100 000 combattants. La victoire chrétienne fut écrasante. Le calife almohade s'enfuit, abandonnant son camp et son trésor. Cette défaite marqua un tournant décisif. Le pouvoir almohade s'effondra rapidement, Al-Andalus se fragmenta de nouveau en taïfas, et les royaumes chrétiens purent reprendre leur avancée vers le sud, pratiquement sans opposition. En quelques décennies, la carte de la péninsule fut redessinée. Ferdinand III de Castille conquit Cordoue en 1236 et Séville en 1248, deux victoires symboliques qui marquaient la chute des anciennes capitales d'Al-Andalus. Jacques Ier d'Aragon s'empara de Valence en 1238. Le Portugal, devenu royaume indépendant, progressait le long de la côte atlantique. En 1250, il ne restait plus aux musulmans qu'un seul royaume, Grenade, niché dans les montagnes du sud, protégé par son relief et sa position stratégique. Le royaume de Grenade survécut 2 siècles et demi, de 1238 à 1492, en pratiquant une politique d'équilibre subtil. Ces émirs se reconnurent vassaux des rois de Castille, payant un tribut annuel en échange de leur autonomie. Ils exploitèrent les divisions entre les royaumes chrétiens, s'alliant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Surtout, ils transformèrent de Grenade en un dernier joyau de la civilisation andalouse. L'Alhambra, palais-forteresse surplombant la ville, fut érigée au XIVe siècle par les émirs nasrides. Ses cours ornées de stucs ciselés, ses bassins reflétant le ciel, ses jardins en terrasse et ses inscriptions poétiques sur les murs en firent l'un des sommets de l'art islamique. Grenade accueillit les réfugiés venus des territoires conquis par les chrétiens, concentrant dans ses murs les derniers savants, poètes et artisans d'Al-Andalus. Pendant ce temps, les royaumes chrétiens consolidaient leur conquête. Mais cette période de triomphe militaire
fut aussi marquée par des tensions croissantes. Que faire des populations musulmanes qui restaient dans les territoires conquis? Au début, les rois chrétiens avaient adopté une attitude relativement tolérante, permettant aux musulmans, appelés moudéjars, de conserver leur religion, leurs lois et leurs coutumes en échange de leur soumission et du paiement de taxes. Cette politique pragmatique assurait la continuité économique et évitait les révoltes massives. Les artisans mudéjars, réputés pour leur savoir-faire, furent même recherchés pour construire églises et palais dans un style qui mêlait influences chrétiennes et islamiques, donnant naissance à l'art mudéjar, caractéristique de l'Espagne médiévale. Cependant, au fil du temps, la pression pour une homogénéisation religieuse s'intensifia. L'Église catholique, renforcée par les victoires de la Reconquista, voyait dans la présence de musulmans et de juifs une menace pour l'unité spirituelle de l'Espagne. Des prédications appelaient à la conversion forcée, des émeutes anti-juives éclataient sporadiquement et les législations devenaient de plus en plus restrictives. Les Juifs, qui avaient prospéré sous domination musulmane et souvent servi d'intermédiaires entre chrétiens et musulmans, devenaient des boucs émissaires commodes lors des crises économiques ou politiques. Au XIVe siècle, l'Espagne chrétienne traversa une période difficile. La peste noire, arrivée en 1348, décima peut-être un tiers de la population. Les guerres civiles se multipliaient, opposant nobles et rois, frères contre frères, père contre fils. La Castille connut une guerre de succession particulièrement sanglante entre Pierre Ier, dit le Cruel, et son demi-frère Henri de Trastamare. Cette instabilité affaiblissait les royaumes, retardant la conquête finale de Grenade. Mais elle permit aussi l'émergence de nouvelles structures politiques, notamment les cortes, assemblées représentant la noblesse, le clergé et les villes, qui limitaient progressivement le pouvoir royal absolu. Au XVe siècle, deux événements allaient changer radicalement la donne. D'abord, en 1469, le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, les futurs rois catholiques, unit les deux plus puissants royaumes de la péninsule. Ce mariage, bien que chaque royaume conservât ses propres lois et institutions, créait une dynamique commune et concentrait des ressources considérables. Ensuite, en 1474, Isabelle remporta une guerre de succession acharnée contre sa nièce Jeanne, soutenue par le Portugal, consolidant son pouvoir en Castille. Ces deux souverains, animés d'une foi intense et d'une volonté politique implacable, décidèrent d'achever ce que leurs prédécesseurs avaient commencé 8 siècles plus tôt, l'unification religieuse et territoriale de l'Espagne. Leur première cible fut le royaume de Grenade. Profitant d'une guerre civile entre le sultan Muley Hassen et son fils Boabdil, Ferdinand et Isabelle lancèrent en 1482 une campagne méthodique de conquête. Ce ne fut pas une guerre de grande bataille, mais un siège après l'autre, une ville après l'autre. Les chrétiens disposaient d'une artillerie moderne, de ressources financières importantes, grâce aux emprunts contractés auprès des banquiers génois et juifs, et surtout d'une détermination inflexible. Le pape avait accordé à cette guerre le statut de croisade, attirant des volontaires de toute l'Europe. Grenade résista héroïquement. Ses défenseurs menèrent des sorties audacieuses, infligèrent de lourdes pertes aux assiégeants et défendirent chaque forteresse avec acharnement. Mais l'issue ne faisait guère de doute. Isolée, sans espoir de secours extérieurs, la ville finit par capituler. Le 2 janvier 1492, Boabdil remit les clés de l'Alhambra à Ferdinand et Isabelle. La tradition veut qu'en quittant Grenade, il se soit retourné pour contempler une dernière fois la ville perdue et que sa mère lui ait lancé «
pleure comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. Ce lieu, un col dans les montagnes, porte encore le nom de Sospiro del Moro, le soupir du Moor. La chute de Grenade marquait la fin de la Reconquista et de la présence politique musulmane en Espagne. Mais elle ouvrait aussi un nouveau chapitre, bien plus sombre. Les capitulations signées par Boabdil garantissaient aux musulmans de Grenade le droit de conserver leur religion, leurs lois et leurs biens. Ces promesses furent rapidement trahies. En 1500, le cardinal Cisneros, archevêque de Tolède et conseiller d'Isabelle, lança une campagne de conversion forcée. Les mosquées furent transformées en églises, les livres arabes brûlés par milliers, et la pression pour se convertir devint insoutenable. Les musulmans qui acceptèrent le baptême furent appelés morisques, mais leur sincérité fut toujours suspecte aux yeux des chrétiens vieux. Les Juifs subirent un sort encore pire. En 1490, seulement quelques mois après la chute de Grenade, Ferdinand et Isabelle promulguèrent l'édit d'expulsion. Tous les Juifs devaient soit se convertir au christianisme, soit quitter l'Espagne dans un délai de 4 mois. On estime qu'entre 150 000 et 200 000 Juifs choisirent l'exil, abandonnant leurs biens, leurs maisons, leurs cimetières. Beaucoup périrent lors du voyage, victimes de naufrages, de pirates ou de maladies. Ceux qui survécurent se dispersèrent autour de la Méditerranée, en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman, en Italie, formant la diaspora des Juifs séfarades qui conservèrent pendant des siècles la langue judéo-espagnole, le ladino, et le souvenir de leur patrie perdue. Pourquoi cette politique d'intolérance après des siècles de coexistence relative? Plusieurs facteurs se combinèrent. D'abord, l'affirmation d'une identité nationale espagnole fondée sur l'unité religieuse. L'Espagne se définissait désormais comme le rempart catholique, la nation qui avait chassé l'islam d'Europe, et cette mission exigeait une pureté confessionnelle absolue. Ensuite, des considérations économiques. L'expulsion des Juifs permettait de confisquer leurs biens et d'effacer les dettes contractées envers eux. Enfin, l'Inquisition espagnole, établie en 1478, jouait un rôle central dans cette répression. Cette de Retrive, tribunal ecclésiastique contrôlé par la couronne, avait pour mission de traquer les hérétiques, en particulier les conversos, juifs et musulmans, convertis suspectés de pratiquer secrètement leur ancienne foi. Ces méthodes, la torture pour obtenir des aveux, les procès secrets, les autodafés publics où les condamnés étaient brûlés vifs, terrorisèrent la population et instaurèrent un climat de délation et de suspicion généralisée. Pourtant, cette même année 1492, qui vit l'expulsion des Juifs et marqua le début de la persécution systématique des musulmans, fut aussi celle d'un événement qui allait propulser l'Espagne au rang de première puissance mondiale. Le 3 août, soit un jour après l'expiration du délai accordé aux Juifs pour quitter le royaume, 3 caravelles quittèrent le port de Palos en Andalousie, commandé par un navigateur génois au service de la couronne castillane, Christophe Colomb. Sa destination officielle était les Indes, qu'il comptait atteindre en naviguant vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique. Personne ne savait alors qu'il allait découvrir un nouveau continent et ouvrir l'ère des grands empires coloniaux. Le projet de Colomb n'était pas né du hasard. Il s'inscrivait dans une longue tradition de navigation et d'exploration portugaise. Depuis le début du XVe siècle, les Portugais longeaient progressivement la côte africaine, établissaient des comptoirs, cherchaient une route maritime vers les Indes pour contourner le monopole musulman sur le commerce des épices. En 1488, Bartholomew Dias avait atteint le cap de Bonne-Espérance, prouvant qu'il était possible de contourner l'Afrique.
L'Espagne, occupée par la guerre de Grenade, avait pris du retard dans cette course aux découvertes. Colomb, qui avait présenté son projet au roi du Portugal sans succès, se tourna vers Isabelle de Castille. Après des années de négociations, la reine accepta de financer l'expédition, voyant là une opportunité de rivaliser avec le Portugal et d'étendre la foi catholique à de nouvelles terres. Le 12 octobre 1492, après 33 jours de navigation, les marins de Colomb aperçurent enfin la terre. Ils débarquèrent sur une île des Bahamas que les indigènes appelaient Guanahani et que Colomb rebaptisa San Salvador. Convaincu d'avoir atteint les Indes, il nomma les habitants indiens, erreur qui perdura. Durant ce premier voyage et les 3 suivants, Colomb explora les Caraïbes, découvrit Cuba, Hispaniola, la côte du Venezuela et l'Amérique centrale. Il ne comprit jamais qu'il avait découvert un continent inconnu. Ce fut un autre navigateur italien, Amerigo Vespucci, qui réalisa que ces terres n'étaient pas l'Asie, mais un nouveau monde, d'où le nom d'Amérique. Les conséquences de cette découverte furent colossales. L'Espagne se retrouva soudain à la tête d'un empire transatlantique immense. Les conquistadors, ces aventuriers avides de gloire et de richesse, se lancèrent dans l'exploration et la conquête de ces nouveaux territoires. Hernán Cortés détruisit l'empire aztèque entre 1519 et 1521, avec quelques centaines d'hommes seulement, profitant des divisions internes, des prophéties indigènes et surtout des épidémies de variole qui décimèrent les populations sans défense immunitaire contre les maladies européennes. Francisco Pizarro fit de même avec l'empire inca du Pérou entre 1532 et 1535, capturant et exécutant l'empereur Atahualpa, malgré le paiement d'une énorme rançon en or. Ces conquêtes furent d'une brutalité extrême. Les conquistadors massacrèrent, réduisirent en esclavage et exploitèrent sans pitié les populations indigènes. Le système de l'encomienda, qui attribuait des groupes d'Indiens à des colons espagnols censés les protéger et les évangéliser en échange de leur travail, devint en pratique une forme de servitude qui n'avait rien à envier à l'esclavage. Les mines d'argent de Potosi, dans l'actuelle Bolivie, découvertes en 1545, engloutirent des centaines de milliers de vies indigènes, contraintes de travailler dans des conditions épouvantables pour extraire le précieux métal qui finançait les guerres européennes de l'Espagne. Cependant, tous les Espagnols n'approuvaient pas ces méthodes. Des voix s'élevèrent pour dénoncer les abus et défendre les droits des indigènes. Bartolomé de las Casas, un dominicain qui avait lui-même possédé des encomiendas avant de se repentir, devint le plus ardent défenseur des Indiens. Sa très brève relation de la destruction des Indes, publiée en 1552, décrivait avec force détail les atrocités commises et suppliait le roi d'intervenir. Ces efforts aboutirent à la promulgation des lois nouvelles de 1542, qui limitaient théoriquement l'encomienda et reconnaissaient les Indiens comme sujets libres de la couronne. Mais ces lois furent largement ignorées dans la pratique, les colons étant trop puissants et trop éloignés pour être véritablement contrôlés. L'afflux d'or et surtout d'argent américain transforma l'économie espagnole et européenne. Des flottes entières, les fameuses flotas de Indias, traversaient chaque année l'Atlantique, apportant à Séville des quantités phénoménales de métaux précieux. Entre 1500 et 1650, on estime que 180 tonnes d'or et 16 000 tonnes d'argent arrivèrent en Espagne depuis l'Amérique. Cette richesse permit à l'Espagne de financer des armées gigantesques, de construire des palais somptueux, de mener des guerres incessantes contre ses ennemis. Mais elle eut aussi des effets pervers. L'inflation galopante
rendit les produits espagnols non compétitifs. La couronne s'endetta massivement et l'économie productive fut délaissée au profit de la rente coloniale. Sous le règne de Charles Quint, petit-fils d'Isabelle et Ferdinand, l'Espagne atteignit son apogée territorial. Par une série d'héritages dynastiques, Charles se retrouva à la tête d'un empire sur lequel, disait-on, le soleil ne se couchait jamais. Il héritait de sa grand-mère maternelle, Isabelle la Castille, et ses possessions américaines, de son grand-père Ferdinand l'Aragon et ses territoires en Italie, de sa grand-mère paternelle Marie de Bourgogne les Pays-Bas et la Franche-Comté, et de son grand-père Maximilien de Habsbourg, l'Autriche, et le titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique, qu'il obtint en 1519 moyennant d'énormes pots de vin aux princes électeurs allemands. Cet empire composite était ingouvernable. Charles passait sa vie à voyager d'un bout à l'autre de ses possessions, guerroyant contre François Ier de France en Italie, contre les princes protestants en Allemagne, contre les Ottomans en Méditerranée et en Hongrie. Il ne séjourna en Espagne que de façon intermittente, et les Espagnols le considéraient comme un étranger, entouré de conseillers flamands qui pillaient les richesses du royaume. En 1520, les villes castillanes se révoltèrent dans le mouvement des comuneros, exigeant plus de respect pour les lois et coutumes locales et la limitation de l'influence étrangère. La révolte fut écrasée dans le sang à la bataille de Villalar en 1521 et ses chefs furent exécutés. Cette défaite marqua la fin des libertés urbaines en Castille et le début de l'absolutisme royal qui caractériserait l'Espagne moderne. Le règne de Charles Quint fut aussi marqué par la fracture religieuse de l'Europe. En 1517, Martin Luther avait affiché ses 95 thèses à Wittenberg, déclenchant la réforme protestante. Charles, en tant qu'empereur et défenseur de la foi catholique, se sentait responsable de l'unité chrétienne. Il passa des décennies à essayer de ramener les protestants dans le giron de l'Église, alternant répression militaire et tentative de compromis. Mais ses efforts échouèrent. La paix d'Augsbourg de 1555 consacra la division religieuse de l'Allemagne selon le principe « tel prince, telle religion ». Épuisé, désabusé, Charles abdiqua en 1556, partageant son empire entre son frère Ferdinand, qui reçut l'Autriche et le titre impérial, et son fils Philippe, qui hérita de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Italie et des colonies américaines. Philippe II, qui régna de 1556 à 1598, incarna l'apogée mais aussi le début du déclin de la puissance espagnole. Contrairement à son père cosmopolite, Philippe était profondément espagnol. Il établit sa capitale à Madrid, ville centrale de la Castille, et fit construire l'Escorial, immense palais monastère qui symbolisait son double rôle de roi et de défenseur de la foi. Méticuleux, bureaucrate, travailleur acharné, Philippe gouvernait personnellement son empire, lisant et annotant des milliers de documents, prenant seul toutes les décisions importantes. Cette centralisation excessive rendait l'administration lente et inefficace, mais elle reflétait sa conception absolutiste du pouvoir royal. Philippe se voyait comme le champion du catholicisme face aux hérétiques protestants et aux infidèles musulmans. En 1571, sa flotte participa à la bataille de Lépante, où une coalition chrétienne écrasa la marine ottomane dans le golfe de Corinthe. Cette victoire, célébrée dans toute l'Europe catholique, mit fin à l'invincibilité ottomane en Méditerranée et inspira le fameux vers de Cervantes qui combattit à Lépante et y perdit l'usage de sa main gauche. La plus haute occasion que virent les siècles. Pourtant, les conséquences stratégiques furent limitées, les Ottomans reconstruisant rapidement leur flotte. Le grand échec de Philippe
fut la révolte des Pays-Bas. Ces riches provinces, majoritairement protestantes, se soulevèrent en 1566 contre la fiscalité espagnole et la répression religieuse. Ce qui commença comme une révolte nobiliaire se transforma en une guerre d'indépendance qui dura 80 ans. Philippe envoya le duc d'Albe, son meilleur général, qui instaura un régime de terreur. Des milliers de suspects furent exécutés par le tribunal des troubles, surnommé tribunal du sang par les Néerlandais. Mais la répression ne fit qu'attiser la rébellion. Guillaume d'Orange prit la tête de la résistance et les provinces du Nord, regroupées dans l'Union d'Utrecht, proclamèrent leur indépendance en 1581. Pour briser cette rébellion, Philippe conçut un plan audacieux, envahir l'Angleterre, dont la reine Élisabeth Ier soutenait les rebelles néerlandais et encourageait la piraterie contre les navires espagnols. En 1588, l'invincible Armada, composée de 130 navires transportant quelques 30 000 hommes, appareilla de Lisbonne. C'était la plus grande flotte jamais assemblée à cette époque. Mais l'expédition tourna au désastre. Les navires anglais, plus maniables et mieux armés, harcelèrent l'Armada dans la Manche. Une attaque au brûlot dispersa la flotte espagnole à Calais. Finalement, des tempêtes dans l'Atlantique Nord achevèrent la déroute. Moins de la moitié des navires rentrèrent en Espagne et des milliers d'hommes périrent noyés ou sur les côtes hostiles d'Irlande et d'Écosse. Cette défaite ne ruina pas immédiatement l'Espagne, qui reconstruisit sa marine et continua ses guerres. Mais elle marqua un tournant psychologique. L'invincibilité espagnole était un mythe révolu. De plus, les guerres incessantes épuisaient les finances royales. Malgré l'or et l'argent d'Amérique, Philippe fit 4 fois banqueroute pendant son règne, incapable de rembourser ses créanciers génois et allemands. L'économie espagnole stagnait, la population diminuait à cause des guerres et des épidémies, et l'agriculture était délaissée au profit de l'élevage ovin, dont la laine enrichissait quelques grands propriétaires, mais appauvrissait les campagnes. Pourtant, paradoxalement, cette période de déclin politique et économique coïncida avec l'apogée culturel de l'Espagne, le fameux siècle d'or. Alors que l'Empire se fissurait, la littérature, l'art et la pensée espagnole brillaient de tout leur feu, produisant des œuvres qui traversèrent les siècles et influencèrent le monde entier. Comment expliquer ce paradoxe? Peut-être que la conscience du déclin, le sentiment de grandeur perdue, stimulait une réflexion profonde sur la condition humaine, le pouvoir, l'honneur et la désillusion. La littérature du siècle d'or s'ouvrit avec la publication, en 1554, du Lazarillo de Tormes, premier roman picaresque espagnol. Ce court récit racontait les mésaventures d'un jeune garçon pauvre, le Picaro, qui survivait par la ruse et la débrouillardise dans une société impitoyable. Le genre picaresque, avec son héros anti-héroïque, son regard désabusé sur la société et son réalisme cru, devint une contribution majeure de l'Espagne à la littérature mondiale. Il reflétait une société obsédée par l'honneur et la pureté de sang, où les apparences importaient plus que la réalité, où tout le monde prétendait être noble alors que la plupart mouraient de faim. Le sommet de la littérature espagnole, et peut-être de toute la littérature occidentale, fut atteint en 1605 avec la publication de la première partie de Don Quichotte de la Manche par Miguel de Cervantes. Ce roman, qui racontait les aventures d'un vieux gentilhomme devenu fou à force de lire des romans de chevalerie et décidant de devenir chevalier errant, était à la fois une parodie de ces romans, une réflexion sur la folie et la raison, le réel et l'imaginaire, et une méditation mélancolique sur le déclin de l'Espagne. Don Quichotte, combattant des moulins à vent qu'il prenait pour des géants,
incarnait la démesure des ambitions espagnoles heurtées à la dure réalité. Son écuyer Sancho Panza, terre-à-terre et pragmatique, représentait le bon sens populaire. Leur dialogue incessant explorait toutes les facettes de l'expérience humaine, de la plus sublime à la plus triviale. Le théâtre connut également un âge d'or extraordinaire. Lope de Vega fut l'auteur le plus prolifique de son époque, écrivant selon ses propres dires 1800 pièces, dont environ 450 nous sont parvenues. Il créa la Commedia Nueva, forme théâtrale qui mélangeait tragique et comique, nobles et paysans, et qui traitait de sujets contemporains avec une liberté remarquable. Ses pièces, jouées dans les chorales, cours intérieures transformées en théâtre, attiraient toutes les classes sociales. Le public, debout dans le patio ou assis dans les galeries, participait activement, applaudissant les passages réussis, huant les acteurs médiocres, commentant à haute voix l'action. Tirso de Molina créa le personnage de Don Juan dans El Burlador de Sevilla, 1630 environ, donnant naissance à l'un des mythes les plus puissants de la culture occidentale. Ce séducteur cynique, défiant Dieu et les hommes, finissait par être entraîné en enfer par la statue du commandeur qui l'avait assassiné. Le thème du châtiment divin, de l'orgueil puni, résonnait dans une Espagne qui sentait peut-être confusément que sa propre hybris appelait une forme de rétribution. Calderón de la Barca porta le théâtre baroque espagnol à son sommet philosophique avec des pièces comme « La vie est un songe » 1635. Cette œuvre interrogeait la nature de la réalité, la liberté et le destin à travers l'histoire du prince Sigismond, enfermé depuis sa naissance parce qu'un oracle avait prédit qu'il serait un tyran. Libéré pour une journée, il se comportait effectivement en tyran, puis était rendormi, et on lui disait que tout n'avait été qu'un rêve. La pièce posait la question vertigineuse: comment distinguer le rêve de la réalité? Et si toute la vie n'était qu'un songe, comment devait-on agir? La peinture espagnole atteignit également des sommets. Le Greco, peintre d'origine crétoise établi à Tolède, développa un style visionnaire et mystique, aux figures allongées, aux couleurs irréelles, qui exprimait l'ardeur religieuse de l'Espagne de la Contre-Réforme. Ses toiles, comme l'enterrement du comte d'Orgaz, 1586, combinaient le terrestre et le céleste, montrant le ciel et la terre, unis dans une vision baroque d'une intensité hallucinante. Diego Velázquez, peintre de cour de Philippe IV, devint le portraitiste le plus accompli de son siècle. Ses toiles, d'un réalisme impitoyable, montraient la vérité sans phare, le roi faible et indolent, les infantes avec leurs robes somptueuses, mais leurs visages d'enfants prisonniers du protocole, les bouffons et nains de cour traités avec une dignité qui humanisait ses marginaux. Son chef-d'œuvre, Les Ménines, 1656, demeure l'un des tableaux les plus énigmatiques de l'histoire de l'art, un jeu de miroirs et de regards où le peintre se représente lui-même peignant le couple royal reflété dans un miroir, tandis que l'infante Marguerite et sa suite occupent le premier plan. Qui regarde qui? Qui est le sujet? Qui est l'objet? Ces questions vertigineuses font de cette toile bien plus qu'un simple portrait de cour. Francisco de Zurbarán se spécialisa dans la peinture religieuse, représentant moines et saints avec une simplicité monumentale et une spiritualité intense. Ses compositions dépouillées, ses fonds sombres, ses figures émergeant de l'ombre dans une lumière presque surnaturelle, correspondaient parfaitement à l'austérité mystique de l'Espagne du XVIIe siècle. Bartolomé Esteban Murillo, à Séville, peignit des scènes religieuses plus douces, plus accessibles, ainsi que des tableaux de genre montrant la vie des pauvres et des enfants des rues
avec une sympathie qui contrastait avec la hiérarchie rigide de la société espagnole. Cette efflorescence culturelle ne se limitait pas aux arts. La théologie et la philosophie connurent aussi un renouveau. L'école de Salamanque, avec des penseurs comme Francisco de Vitoria et Francisco Suárez, développa une réflexion pionnière sur le droit international et les droits de l'homme. Vitoria, dans ses leçons sur les Indiens et le droit de guerre, 1539, remettait en question la légitimité de la conquête américaine, affirmant que les Indiens avaient des droits naturels que même le pape ne pouvait violer. Suárez, jésuite, élabora une théorie de la souveraineté populaire qui influença la pensée politique européenne. Ces idées, audacieuses pour leur temps, montraient qu'au sein même de l'Espagne impériale existait une tradition critique et humaniste. La mystique espagnole produisit des figures extraordinaires comme Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Thérèse, religieuse carmélite, réforma son ordre, fonda de nombreux couvents et écrivit des textes mystiques et autobiographiques d'une profondeur psychologique remarquable. Ses descriptions de l'union avec Dieu, de l'extase mystique, exprimées dans une prose directe et vivante, firent d'elle l'une des grandes voix spirituelles de tous les temps. Jean de la Croix, son collaborateur dans la réforme carmélite, composa des poèmes mystiques d'une beauté inégalée, comme La nuit obscure de l'âme et le cantique spirituel, qui utilisait le langage de l'amour courtois pour exprimer la quête de Dieu. Tous deux furent canonisés et proclamés docteurs de l'Église, reconnaissance suprême de leur contribution à la spiritualité catholique. Mais tout cet éclat culturel ne pouvait masquer la réalité du déclin politique et économique. Sous les successeurs de Philippe II, l'Espagne s'enfonça dans une crise profonde. Philippe III, qui régna de 1598 à 1621, était un roi faible, plus intéressé par la chasse et les fêtes que par le gouvernement. Il délégua le pouvoir à son favori, le duc de Lerma, qui utilisa sa position pour s'enrichir scandaleusement. La corruption gangrenait l'administration, les charges publiques se vendaient aux plus offrants, et les décisions politiques étaient prises en fonction des intérêts privés plutôt que du bien commun. En 1609, Philippe III prit une décision aux conséquences désastreuses, l'expulsion des Morisques, ces descendants des musulmans convertis de force au catholicisme. Malgré leur conversion, ils restaient suspects aux yeux de l'Inquisition et de la population chrétienne. On les accusait de pratiquer secrètement l'islam, de constituer une cinquième colonne favorable aux Ottomans et aux pirates barbaresques qui ravageaient les côtes espagnoles. Entre 1609 et 1614, environ 300 000 Morisques furent expulsés, principalement vers l'Afrique du Nord. Cette mesure, applaudie par la population comme un acte de purification religieuse, fut un désastre économique. Les Morisques étaient d'excellents agriculteurs, artisans et commerçants. Leur départ vida des régions entières, en particulier Valence et l'Aragon, provoquant l'effondrement de l'agriculture irriguée et des activités artisanales. Les propriétaires terriens perdirent leur main-d'œuvre, les villages furent abandonnés et l'économie espagnole, déjà fragile, subit un coup dont elle ne se remit jamais vraiment. Philippe IV, qui monta sur le trône en 1621, confia le pouvoir à un autre favori, le comte-duc d'Olivar. Cet homme énergique et intelligent tenta de réformer l'Espagne, de répartir plus équitablement les charges fiscales et militaires entre les différents royaumes, de lutter contre la corruption. Mais ces réformes se heurtèrent à l'opposition acharnée des parlements régionaux, jaloux de leurs privilèges. Sa tentative de centralisation provoqua des révoltes en Catalogne et au Portugal, tous deux en 1640. La Catalogne fut finalement soumise après une longue guerre, mais le Portugal, aidé par la France et l'Angleterre,
parvint à reconquérir son indépendance en 1640, mettant fin à 60 ans d'union avec l'Espagne. L'Espagne était désormais engagée dans une guerre sur tous les fronts. La guerre de 30 ans, 1618 à 1648, conflit qui déchira l'Europe centrale, opposait la France et la Suède aux Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. Les armées espagnoles, autrefois invincibles, subissaient défaite sur défaite. En 1643, à la bataille de Rocroi, les tercios, l'infanterie espagnole qui avait dominé les champs de bataille européens pendant plus d'un siècle, furent écrasés par les Français. Cette défaite symbolisait la fin de l'hégémonie militaire espagnole. La paix de Westphalie, en 1648, entérina le déclin. L'Espagne devait reconnaître l'indépendance des Provinces-Unies, perdait des territoires aux Pays-Bas et en Allemagne, et voyait la France émerger comme nouvelle puissance dominante. La guerre avec la France continua cependant jusqu'en 1659, épuisant complètement les ressources espagnoles. La paix des Pyrénées consacra la victoire française. L'Espagne cédait le Roussillon et une partie de la Cerdagne, et Philippe IV devait marier sa fille Marie-Thérèse au jeune Louis XIV, roi de France. Ce mariage, qui devait sceller la réconciliation, contenait en germe de futures complications dynastiques qui aboutiraient, 40 ans plus tard, à la guerre de succession d'Espagne et à l'avènement d'une dynastie française sur le trône espagnol. La fin du XVIIe siècle fut une période de décadence accélérée. Charles II, dernier Habsbourg d'Espagne, monta sur le trône en 1665 à l'âge de 4 ans. Fruit de générations de mariages consanguins destinés à préserver la pureté du sang royal, il souffrait de multiples handicaps physiques et mentaux. Incapable de gouverner, il fut la marionnette de factions rivales. Son règne vit l'Empire se désintégrer, révolte en Sicile et à Naples, perte territoriale face à la France, déclin économique continu, épidémies et famines. Madrid, la capitale, comptait de nombreux mendiants et vagabonds, contrastant avec les palais somptueux de la noblesse oisive. L'Espagne, qui avait dominé l'Europe au XVIe siècle, n'était plus qu'une puissance de second rang. Pourquoi ce déclin si rapide? Les historiens ont avancé de nombreuses explications. L'afflux d'argent américain, paradoxalement, aurait nui à l'économie en provoquant l'inflation et en décourageant l'industrie. L'obsession de la pureté de sang et de l'honneur aurait empêché les nobles de s'engager dans des activités productives, considérées comme dégradantes. L'expulsion des Juifs et des Morisques aurait privé l'Espagne de ses éléments les plus dynamiques. Les guerres incessantes, menées pour défendre le catholicisme et l'Empire, auraient saigné à blanc les finances et la population. Le système politique, avec ses multiples royaumes aux lois et privilèges différents, aurait rendu impossible une gestion efficace. Toutes ces explications contiennent une part de vérité, et leur combinaison explique probablement cette trajectoire du sommet vers l'abîme. Charles II mourut sans descendance en 1700, posant le problème de la succession. Deux prétendants principaux émergeaient, Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Espagne, et Charles d'Autriche, fils de l'empereur germanique. Dans son testament, Charles II désignait Philippe comme son héritier, espérant ainsi maintenir l'intégrité de l'Empire espagnol. Louis XIV accepta le legs pour son petit-fils et Philippe V monta sur le trône d'Espagne. Mais cette décision déclencha une guerre européenne, la guerre de succession d'Espagne, de 1701 à 1714, qui opposa la France et l'Espagne à une coalition formée par l'Autriche, l'Angleterre, les Provinces-Unies et plusieurs princes allemands, tous terrifiés par la perspective d'une union franco-espagnole qui aurait dominé l'Europe. La guerre fut longue et dévastatrice.
Elle se déroula sur plusieurs théâtres, en Italie, aux Pays-Bas espagnols, en Allemagne et en Espagne même, où une partie de la population, notamment en Catalogne et en Aragon, soutenait le prétendant autrichien contre le Bourbon français. Les batailles de Blenheim, Ramillies, Turin et Malplaquet virent la défaite des armées franco-espagnoles face aux généraux anglais et impériaux. Finalement, la mort inattendue de l'empereur Joseph Ier en 1711, qui faisait de son frère Charles le prétendant au trône espagnol, le nouvel empereur, changea la donne. Une union de l'Espagne et de l'Empire autrichien semblait aussi dangereuse qu'une union franco-espagnole. Des négociations de paix s'engagèrent. Les traités d'Utrecht et de Rastatt, en 1713 et 1714, redessinèrent la carte européenne. Philippe V conservait le trône d'Espagne et les colonies américaines, mais devait renoncer à jamais à la couronne de France, interdisant ainsi l'union des deux royaumes. L'Espagne perdait tous ses territoires européens hors de la péninsule ibérique. Les Pays-Bas espagnols et les possessions italiennes allaient à l'Autriche, Gibraltar et Minorque à l'Angleterre, la Sicile à la Savoie. L'Empire espagnol, autrefois si vaste, se réduisait désormais à l'Espagne proprement dite et aux colonies d'outre-mer. L'Angleterre obtenait également le lucratif Asiento, monopole de la traite des esclaves vers les colonies espagnoles, signe de la subordination économique de l'Espagne aux puissances montantes. Paradoxalement, cette défaite et ce démantèlement marquèrent le début d'un renouveau. La nouvelle dynastie des Bourbons importa des idées françaises de centralisation et de rationalisation administrative. Philippe V et ses successeurs abolirent les anciens fueros, privilèges régionaux, imposant un système uniforme sur le modèle français. Cette centralisation, bien que douloureuse pour les régions périphériques comme la Catalogne, rendit l'État espagnol plus efficace. Les réformes économiques, inspirées par les idées des Lumières, encouragèrent l'industrie, modernisèrent l'agriculture, améliorèrent les infrastructures. Au XVIIIe siècle, sous le règne de Charles III notamment, l'Espagne connut un certain renouveau, que les historiens appellent parfois l'illustration espagnole. Des ministres réformateurs comme le comte de Floridablanca et le comte d'Aranda tentèrent de moderniser le pays, de développer l'éducation, de limiter l'influence de l'Inquisition, d'encourager les sciences et les arts. Des sociétés économiques d'amis du pays se créèrent dans toutes les provinces, regroupant des nobles éclairés, des bourgeois et des intellectuels soucieux de progrès. Les colonies américaines furent mieux administrées, leur commerce libéralisé partiellement et leurs richesses mieux exploitées. L'Espagne redevint une puissance militaire respectable, capable de s'allier avec la France contre l'Angleterre et de soutenir l'indépendance américaine en 1778. Pourtant, ce renouveau resta superficiel. L'économie espagnole demeurait largement agricole et arriérée par rapport à l'Angleterre et à la France. L'analphabétisme touchait la grande majorité de la population. La structure sociale restait rigide, dominée par une aristocratie terrienne oisive et une église immensément riche. Les idées des Lumières ne pénétraient qu'une élite restreinte et étaient vues avec suspicion par la masse du peuple, attaché à ses traditions et à sa foi. Lorsque la Révolution française éclata en 1789, l'Espagne se joignit aux monarchies coalisées contre la France révolutionnaire, terrifiée par la contagion des idées égalitaires et républicaines. Mais l'histoire de l'Espagne moderne, avec les guerres napoléoniennes, la perte des colonies américaines au XIXe siècle, les guerres carlistes, la Restauration, la République, la guerre civile et la dictature franquiste, c'est une autre histoire qui déborde du cadre de notre récit. Ce qui nous intéresse ici,
c'est comment l'Espagne médiévale et moderne s'est construite à travers 8 siècles de confrontation entre l'islam et la chrétienté, comment cette longue lutte a façonné son identité profonde et comment le souvenir de cette période continue de hanter l'imaginaire espagnol et européen. Car qu'a été finalement la Reconquista? Une croisade religieuse? Une guerre coloniale avant la lettre? Une succession de conflits féodaux où la religion n'était qu'un prétexte? La réalité est qu'elle fut tout cela à la fois, et aussi autre chose, un processus de construction nationale qui s'étendit sur des siècles, où des identités se forgèrent dans la confrontation et l'échange. Les chrétiens qui reconquirent l'Espagne n'étaient plus les Wisigoths qui l'avaient perdue. Ils avaient été profondément influencés par la civilisation andalouse, adoptant ses techniques agricoles, son architecture, ses sciences, sa poésie. Les mots arabes pullulent dans la langue espagnole, ascète, azucar, algodón, almohada, et des centaines d'autres témoignent de cet héritage. L'Alhambra de Grenade, que les rois catholiques transformèrent en palais royal sans le détruire, la grande mosquée de Cordoue, convertie en cathédrale mais conservant sa forêt de colonnes, les clochers mudéjars qui parsèment l'Aragon et la Castille, tous ces monuments témoignent d'une histoire plus complexe que le simple affrontement manichéen entre croissant et croix. Ils racontent une histoire de métissage, de conflit, mais aussi de coexistence, de haine, mais aussi d'admiration réciproque. Les troubadours chrétiens imitaient les poètes arabes. Les rois de Castille employaient des médecins juifs et des conseillers musulmans. Les chevaliers changeaient parfois de camp, combattant pour qui les payait le mieux, quelle que soit sa religion. Pourtant, cette coexistence ne doit pas être idéalisée. Elle fut toujours précaire, soumise aux aléas politiques, aux poussées de fanatisme, aux massacres et aux expulsions. Al-Andalus ne fut pas un paradis de tolérance, mais plutôt une société hiérarchisée où les non-musulmans étaient des citoyens de seconde zone. De même, l'Espagne chrétienne devint progressivement plus intolérante, imposant l'uniformité religieuse au nom de l'unité nationale. L'Inquisition, les expulsions des Juifs et des Morisques, la chasse aux hérétiques, tout cela témoigne d'une violence qui cherchait à effacer la pluralité au profit d'une identité monolithique. L'Espagne qui émergea de la Reconquista et qui construisit un empire mondial au XVIe siècle était marquée par ce passé. Sa foi catholique intransigeante, sa conception de l'honneur et de la pureté de sang, son mépris pour le travail manuel et le commerce, sa fascination pour l'héroïsme militaire, tout cela s'enracinait dans les siècles de lutte contre l'islam. Les conquistadors qui détruisirent les empires aztèques et incas se voyaient comme des croisés poursuivant la Reconquista au-delà des mers. Les missionnaires qui évangélisèrent l'Amérique appliquaient les méthodes rodées contre les Maures et les Juifs. L'Inquisition fut exportée dans les colonies, y traquant les hérétiques et les crypto-juifs avec le même zèle qu'en métropole. Mais l'Empire espagnol porta aussi, malgré toutes ces violences et ces injustices, des éléments de la richesse culturelle accumulés pendant les siècles andalous. Les universités fondées en Amérique latine, dont celle de Mexico et celle de Lima, dès 1551, transmettaient non seulement la théologie catholique, mais aussi la philosophie aristotélicienne, les mathématiques arabes, le droit, romain. Les villes coloniales, avec leurs patios, leurs fontaines, leurs azulejos, reproduisaient l'architecture andalouse. La langue espagnole, enrichie par l'arabe, s'imposa sur un continent entier, devenant l'un des idiomes les plus parlés au monde. L'héritage de cette période est double et contradictoire. D'un côté, l'intolérance, l'obsession de la pureté, le fanatisme religieux qui aboutirent aux expulsions, aux massacres, à l'appauvrissement. De l'autre,
la richesse culturelle, le métissage, l'échange d'idées et de techniques qui firent de l'Espagne médiévale un pont entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et la chrétienté, entre l'Antiquité et la modernité. Laquelle de ces deux faces doit-on retenir? Probablement les deux, car elles sont inséparables. On ne peut célébrer la splendeur d'Al-Andalus sans reconnaître les limites de sa tolérance. On ne peut admirer les conquêtes de la Reconquista sans déplorer ses conséquences destructrices. Aujourd'hui, en Espagne et ailleurs, le souvenir de cette période est l'objet d'appropriations diverses. Certains y voient la preuve d'une possible coexistence pacifique entre les religions, un modèle à suivre dans notre monde fracturé. D'autres l'invoquent pour justifier le rejet de l'islam, présentant la Reconquista comme une guerre défensive contre l'envahisseur qu'il faudrait poursuivre aujourd'hui. D'autres encore s'en servent pour critiquer l'impérialisme occidental, soulignant que l'Espagne fut elle-même colonisée avant de devenir colonisatrice. Toutes ces lectures anachroniques projettent sur le passé nos propres préoccupations présentes, sans toujours respecter la complexité historique. Car les hommes du Moyen Âge ne pensaient pas comme nous. Leurs catégories, leurs valeurs, leurs motivations étaient différentes. Un roi chrétien du XIe siècle n'avait pas notre conception de la nation, de la démocratie ou des droits de l'homme. Un émir musulman du Xe siècle ne se préoccupait pas de dialogue interreligieux tel que nous l'entendons. Il vivait dans un monde où la religion structurait toute l'existence, où l'honneur primait sur la vie, où la violence était banale et acceptée. Comprendre ce monde exige un effort d'empathie historique, une tentative de se déprendre de nos certitudes pour entrer dans leur logique propre. Pourtant, malgré l'éloignement temporel et culturel, quelque chose de cette histoire nous parle encore. Peut-être parce qu'elle pose des questions éternelles. Comment vivre avec l'autre, celui qui prie différemment, pense différemment, vit différemment? Comment construire une identité collective sans exclure? Comment préserver sa culture tout en s'ouvrant aux influences extérieures? La Reconquista et Al-Andalus nous offrent un laboratoire historique où ces questions se sont posées avec une acuité particulière, où différentes solutions ont été essayées, avec plus ou moins de succès. L'histoire de l'Espagne nous enseigne aussi la fragilité des civilisations. Le royaume wisigothique, qui semblait solidement établi, s'effondra en quelques mois. Le califat de Cordoue, à son apogée la civilisation la plus brillante d'Europe, se désintégra en une génération. L'empire espagnol, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, déclina en un siècle. Rien n'est éternel. Les puissants d'aujourd'hui sont les vaincus de demain. Cette leçon d'humilité devrait tempérer l'arrogance des forts et donner espoir aux faibles. Elle nous rappelle également que l'histoire n'est pas linéaire. Il n'y a pas de marche inéluctable vers le progrès. Des civilisations avancées peuvent sombrer dans la barbarie. Des périodes de tolérance relative peuvent être suivies de persécutions fanatiques. Des âges d'or peuvent se transformer en siècles de plomb. L'acquis d'hier n'est jamais définitif. Chaque génération doit rechoisir, réaffirmer ou rejeter les valeurs qui lui sont transmises. L'histoire ne se répète pas, dit-on souvent, mais elle rime. Les schémas se reproduisent, adaptés aux circonstances nouvelles. Dans l'Espagne actuelle, les traces de ce passé multiséculaire sont partout visibles. Les noms de lieux révèlent leurs origines arabes. Guadalquivir signifie « le grand fleuve », Alcazar, le palais fortifié, Albayzín, le quartier des fauconniers. Les fêtes de Maures et chrétiens, célébrées dans de nombreux villages, reconstituent rituellement les batailles de la Reconquista, perpétuant une mémoire collective ambiguë. Les revendications régionalistes en Catalogne, au Pays basque ou en Galice plongent leurs racines dans l'histoire médiévale,
dans le souvenir de royaumes autrefois indépendants. L'identité espagnole elle-même, cette notion si difficile à définir, s'est forgée dans le creuset de ces 8 siècles de confrontation et d'échanges. Et au-delà de l'Espagne, cette histoire concerne l'Europe entière, et même le monde. Les traductions de Tolède permirent la renaissance du XIIe siècle et préparèrent la révolution scientifique. Le modèle de l'empire colonial espagnol influença tous les empires ultérieurs. La controverse de Valladolid en 1550 à 1551, où Bartolomé de Las Casas affronta le juriste Sepúlveda sur la question de savoir si les Indiens avaient une âme et devaient être traités comme des humains, posa pour la première fois de manière explicite la question des droits universels de l'homme. Les réflexions des théologiens de Salamanque sur le droit naturel et le droit des gens jetèrent les bases du droit international moderne. La littérature espagnole du siècle d'or, avec Don Quichotte en tête, façonna l'imaginaire européen et mondial. Le roman moderne, tel que nous le connaissons, avec ses jeux narratifs, son ironie, sa polyphonie, sa conscience réflexive, doit beaucoup à Cervantes. Le théâtre baroque espagnol influença Shakespeare, Molière, Corneille. La peinture de Velázquez inspira Manet, Picasso, Dali. L'Espagne, souvent perçue comme périphérique, marginale par rapport au cœur de l'Europe, fut en réalité centrale dans la construction de la modernité occidentale. Alors pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire, celle des Maures, de la Reconquista et du siècle d'or espagnol? Peut-être parce qu'elle est exemplaire au sens fort du terme. Elle concentre sur un territoire relativement restreint et une période certes longue mais appréhendable, des dynamiques qui traversent toute l'histoire humaine. La conquête et la résistance, l'échange culturel et le repli identitaire, la tolérance et le fanatisme, l'apogée et le déclin, la grandeur et la misère. Elle nous montre que l'histoire est toujours plus complexe que les récits simplificateurs, que les héros sont ambigus, que les victimes peuvent devenir bourreaux, que le bien et le mal sont rarement clairement séparés. Elle nous rappelle aussi que nous sommes tous les héritiers de multiples traditions. L'Europe doit autant à l'islam qu'à Rome et à Athènes. La science moderne s'est construite en grande partie grâce aux savants musulmans qui préservèrent et enrichirent l'héritage grec. Notre système numérique vient d'Inde via le monde arabe. Le café que nous buvons, les échecs que nous jouons, l'algèbre que nous apprenons, tout cela témoigne d'échanges millénaires qui dépassent les frontières des civilisations prétendument étanches. L'histoire de l'Espagne nous enseigne enfin l'importance de la mémoire et du récit. Comment une société se souvient-elle de son passé? Quels événements choisit-elle de commémorer? Lesquels préfère-t-elle oublier? Qui a le droit de raconter l'histoire? Et dans quel but? Ces questions ne sont pas neutres. Elles engagent le présent et déterminent l'avenir. Longtemps, l'histoire de l'Espagne fut racontée exclusivement du point de vue chrétien, présentant la Reconquista comme une libération glorieuse. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour donner la parole aux vaincus, aux Maures expulsés, aux Juifs persécutés, aux indigènes américains massacrés. Cette pluralisation des récits est salutaire, même si elle engendre des tensions et des polémiques, car toute histoire est un choix. Parmi l'infinité des faits passés, l'historien en sélectionne certains, les ordonne, leur donne un sens. Ce faisant, il construit nécessairement une narration qui reflète ses propres préoccupations, ses valeurs, son contexte. Il n'existe pas d'histoire objective, neutre, définitive. Il n'existe que des histoires, multiples, partielles, toujours à reprendre. Et c'est précisément cette multiplicité qui est précieuse.
Elle nous empêche de figer le passé dans une version unique et autorisée. Elle maintient ouvert le dialogue avec les morts, ce dialogue que nous appelons histoire. 8 siècles de présence musulmane en Espagne, 8 siècles de reconquista, 1 siècle et demi d'empire mondial, puis le lent déclin. Quelle trajectoire vertigineuse! De Tariq ibn Ziyad, débarquant à Gibraltar en 711, à Charles II, dernier Habsbourg mourant sans descendance en 1700, près de 1000 ans se sont écoulés, 1000 ans qui ont vu se succéder des royaumes, des dynasties, des civilizations. Des millions d'hommes et de femmes ont vécu, aimé, souffert, prié, combattu, créé pendant cette période. La plupart sont tombés dans l'oubli, leur nom perdu à jamais. Seuls quelques-uns ont laissé une trace, les rois et les saints, les poètes et les conquérants, les peintres et les architectes. Mais tous, connus ou inconnus, ont contribué à tisser la trame de cette histoire. Debout dans l'Alhambra, face aux montagnes enneigées de la Sierra Nevada, on peut peut-être sentir le poids de ces siècles. Les inscriptions arabes sur les murs murmurent des poèmes d'il y a 700 ans. Les fontaines chantent comme elles chantaient pour Boabdil. Les cyprès, plantés par les jardiniers nasrides, continuent de croître. Et pourtant, tout a changé. Le royaume de Grenade n'existe plus. Ses habitants sont partis ou ont été forcés à la conversion. Leur langue s'est tue. Mais quelque chose persiste, une atmosphère, un rêve de beauté, une tentative de créer sur terre un reflet du paradis. Dans la cathédrale de Séville, bâtie sur l'emplacement de la grande mosquée almohade, le tombeau de Christophe Colomb est porté par 4 statues représentant les royaumes de Castille, Léon, Aragon et Navarre, symbole d'une Espagne unifiée qui se projette vers de nouveaux mondes. Mais dans le patio adjacent, la Giralda, ancien minaret converti en clocher, témoigne d'une autre histoire, celle de la mosquée qui se dressait là, avant la conquête chrétienne. 2 histoires, 2 civilisations, entrelacées dans la pierre. À l'Escorial, l'immense palais-monastère construit par Philippe II, la bibliothèque conserve des manuscrits arabes pillés à Grenade. Le roi qui expulsa les Morisques gardait précieusement les livres de leurs ancêtres. Paradoxe révélateur d'une relation plus complexe qu'il n'y paraît entre l'Espagne chrétienne et son passé musulman. On détruit, on efface, mais on conserve aussi, on s'approprie, on réinterprète. Aujourd'hui, le tourisme de masse envahit l'Alhambra, la mosquée de Cordoue, l'Alcazar de Séville. Des millions de visiteurs venant du monde entier admirent ces vestiges d'une civilisation disparue. Que voient-ils vraiment? Comprennent-ils ce qu'ils regardent ou ne sont-ce que des décors photogéniques, des arrière-plans pour des selfies? Cette marchandisation du passé, cette transformation de l'histoire en spectacle, pose question. Mais peut-être vaut-il mieux que ces monuments soient visités, même superficiellement, plutôt que oubliés ou détruits. Au moins restent-ils des traces tangibles, des invitations au questionnement pour ceux qui veulent bien s'arrêter et réfléchir. L'histoire de l'Espagne médiévale et moderne nous parle encore parce qu'elle est fondamentalement notre histoire. Pas seulement celle des Espagnols, mais celle de tous ceux qui s'intéressent à la façon dont les civilisations naissent, croissent, s'affrontent, échangent et déclinent. Elle nous montre que l'identité n'est jamais pure, qu'elle se construit toujours dans le contact et parfois le conflit avec l'autre. Elle nous enseigne que la grandeur culturelle ne va pas nécessairement de pair avec la puissance politique, que l'apogée artistique peut coexister avec le déclin économique. Elle nous rappelle surtout que l'histoire n'est pas terminée. Nous sommes, nous aussi, en train de faire l'histoire, même si nous ne le savons pas toujours. Nos choix, nos actions, nos silences
auront des conséquences que nos descendants évalueront dans quelques siècles. Seront-ils fiers de nous ou honteux? Raconteront-ils notre époque comme un âge d'or ou comme un siècle de folie? Jugeront-ils que nous avons su construire des ponts entre les cultures ou que nous avons creusé des fossés? Ces questions restent ouvertes, et c'est à nous d'y répondre par notre manière de vivre. Peut-être que la leçon ultime de cette longue histoire est celle de l'humilité. Humilité devant la complexité des événements qui ne se laissent jamais réduire à des explications simples. Humilité devant la diversité des expériences humaines qui ne peuvent être jugées à l'aune unique de nos propres valeurs. Humilité devant le temps qui finit toujours par emporter les empires les plus puissants et les certitudes les plus ancrées, mais aussi, paradoxalement, une forme d'espoir. Car si tout passe, cela signifie que rien n'est définitif, que le présent, si sombre soit-il, n'est pas une fatalité, que l'avenir reste ouvert. L'Espagne des Maures, de la Reconquista et du siècle d'or nous laisse un héritage contradictoire, des chefs-d'œuvre architecturaux et des expulsions massives, des avancées scientifiques et des autodafés, des poèmes sublimes et des massacres oubliés. Nous ne pouvons ni célébrer aveuglément cette période, ni la condamner en bloc. Nous devons l'accepter dans toute sa complexité, avec ses lumières et ses ombres, ses grandeurs et ses ignominies. Car c'est ainsi qu'est l'histoire humaine, jamais simple, jamais pure, toujours ambiguë et contradictoire. Et c'est peut-être pour cela qu'elle mérite d'être racontée encore et encore à chaque génération avec des yeux neufs et des questions nouvelles. Parce qu'en racontant le passé, c'est toujours du présent que nous parlons, c'est toujours l'avenir que nous essayons d'imaginer. L'histoire n'est pas un cimetière où reposent les civilisations mortes. C'est un jardin vivant où fleurissent encore les questions que se posaient les hommes d'hier, questions qui sont aussi les nôtres. Comment vivre ensemble? Comment créer du sens? Comment laisser une trace? Comment affronter l'inéluctable passage du temps? Voilà pourquoi nous racontons encore l'histoire de l'Espagne. Des cavaliers berbères franchissant le détroit en 711 aux galions chargés d'argent traversant l'Atlantique. Des jardins parfumés de l'Alhambra aux sombres salles de l'Inquisition, des poèmes d'Ibn Hazm aux toiles de Velázquez. Parce que dans cette histoire se reflète quelque chose d'universel, quelque chose qui transcende les frontières et les époques, quelque chose qui touche à l'essence même de la condition humaine, notre capacité à créer et à détruire, à rêver et à trahir nos rêves, à nous élever vers la beauté et à sombrer dans la cruauté, à chercher inlassablement un sens dans le chaos du monde. Proposez des sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.